de référence. Bon, je me suis dit, voilà, on est d'accord, on va faire un siècle d'histoire de l'art en 1 heure, c'est tout à fait impossible. Vous avez tous les noms, vous avez toutes les images que je vais vous montrer, voilà, en disant, tiens, bah, celui-là il m'a intéressé, c'est là un peu vite, on en parlera un petit peu à la fin, ou alors pourquoi pas chez vous. Pour moi, une conférence c'est toujours le début de quelque chose, jamais une totalité. Alors, je vous ai mis quelques petites lectures. Ici, là, il va falloir qu'on passe sur l'expédition sur l'Église pour qu'ils se taisent. Je vous ai mis une petite bibliographie un peu sur l'homosexualité, que j'aurai l'occasion de vous dire comment je suis arrivé à m'intéresser à ce sujet-là, un peu sur la photographie, et puis juste pour la fin, je suis désolé, il y a encore quelques hétéros, il paraît que ça existe. Je vous ai fait un dictionnaire homo-hétéro à la suite. Je vais parler de butch, de passing, etc., etc. Donc vous avez tous les mots vocabulaires qui peuvent vous entendre. Donc si je n'ai pas été suffisamment clair pour tout ça. Bon. Les cloches s'arrêtent. On va pouvoir commencer. Alors ça se verra dans mes... Alors ça se verra, je pense qu'on va le faire. C'est un choix, soit vous y voyez rien. Non. Parce que si on arrive à voir et que... Alors, je suis désolé, je suis agrégé d'histoire, donc ça va se voir un petit peu dans ma façon de présenter les choses. Je ne suis pas spécialiste de l'art, je suis plutôt spécialiste de l'histoire. Et donc, moi, je suis très intéressé par l'histoire, donc je suis allé chercher des vieux textes. Alors, vous avez ce monsieur-ci qui s'appelle Ambroise Tardieu, parfait inconnu aujourd'hui. C'était un des premiers médecins légistes en France. C'est notamment lui qui a eu l'idée d'utiliser pour la première fois, en 1857, un microscope pour une affaire criminelle, une affaire de féminicide. C'est un aristocrate qui avait assassiné sa femme. Qui est le premier également français qui a travaillé sur les enfants battus, sur comment prendre en charge les enfants battus. Et il avait également une obsession qui était les attentats aux mœurs. Alors c'est un homme qui est à la fois très libéral, chapitre 1, les viols, et il parle des viols, des conséquences de viols, c'est un médecin légiste. Deuxièmement, les attentats à la pudeur, les violences, les déviances sexuelles. Et puis troisième chapitre, les homosexuels, ces monstres. Ça, c'est l'aspect un peu négatif du personnage. Alors, soit vous le voyez comme quelqu'un de vraiment de très avancé, avec les enfants battus. Émile Zola l'a beaucoup utilisé pour ses livres, par exemple. C'est beaucoup documenté auprès de lui. Soit vous le voyez comme le premier médecin qui a essayé de condamner les homosexuels. Il n'a plus uniquement une condamnation religieuse, morale, mais également une condamnation médicale. Alors lui, par exemple, s'amusait à chercher est-ce qu'il y a des particularités physiques aux homosexuels, connaître dès la naissance. Alors dans les absurdités qu'il a pu écrire, chapitre 3, c'est un texte de 1857, on arrive à les reconnaître à leur pénis, qui sont un peu tordus, qui ressemblaient davantage au pénis d'un chien que d'un être humain. C'est l'époque de la phrénologie, ce qu'on étudie les crânes. Est-ce qu'on arrive à reconnaître les criminels à leur crâne? Est-ce qu'on arrive à reconnaître les professeurs de maths? Un crâne, c'est ce qu'on appelle la bosse des maths. Voilà, donc c'est ce genre d'absurdité. Et il se trouve qu'il parle, c'est un médecin légiste, donc il collabore avec la police, et il dit voilà, j'ai étudié, moi et un Allemand qui s'appelle Johann Casper, je vais en parler dans 2 secondes, je me suis intéressé à tous ces criminels homosexuels, est-ce qu'ils ont une particularité? Une particularité, quand on fait des enquêtes policières, quand on va perquisitionner chez eux, il y a une chose particulière chez les homosexuels, les délinquants homosexuels par rapport aux hétérosexuels, c'est qu'ils ont un goût particulier pour les images et la photographie. La première photographie qui immortalise un être humain, c'est 1838. C'est Louis Daguerre qui photographie un être humain, Boulevard du Temps. Et on est 20 ans plus tard, 1857, et on découvre que 20 ans plus tard, vous avez déjà une prolifération d'une imagerie homosexuelle. Ils trouvent des centaines de photographies, et notamment de certains qui collectionnent les modèles d'hermaphrodites et d'autres des portraits de jeunes garçons. En fait, la photographie homosexuelle commence en même temps que l'invention de la photographie. Vous avez les premières images dès 1938-1939. Deuxième chose qui est assez particulière, vous avez des scènes photographiques. Il vous dit que ces photographies, indépendamment de leur caractère pornographique, ont une singularité. Il remarque qu'il y a souvent dans ces photographies une grande quantité de fleurs artificielles, de guirlandes, de couronnes destinées à orner leurs cérémonies, leurs orgies. Et donc il dit qu'il y a une esthétique gay qui va se montrer par ces photographies artificielles, on va parler de Pierre et Gilles dans 2 secondes, qui vont se montrer par des couleurs qu'on va définir comme kitsch, et qu'on voit déjà dès 1857. Alors c'est un texte d'un criminologue, c'est un texte qui est assez surprenant, mais il vous définit déjà le goût pour la photographie homosexuelle, queer,
et puis cette esthétique qu'on va essayer de décrire au fur et à mesure. Alors, il y a différentes choses, hein, on va faire une photographie artistique, mais cette photographie homosexuelle que John Casper et Ambroise Tardieu voient, ça prend différentes formes. Alors, vous avez différents collectionneurs, c'est tout un travail d'enquête, il faut retrouver ces images. Alors, il y a notamment Nicole Canet. Alors, Nicole Canet, c'est une galeriste à Paris, elle dirige une galerie qui s'appelle Au Bonheur du Jour, qui collectionne les photographies homo-érotiques, si on vous à Paris, le conseil dialogue. Et elle est allée enquêter pour retrouver tous ces grands artistes homosexuels complètement oubliés aujourd'hui, mais les remettre au goût du jour. Alors, parmi les choses qu'elle retrouve, elle va retrouver des images parfois très crues. Alors là, par exemple, vous avez le plaisir olympien. C'est une photographie, c'est un ensemble de photographies totalement. C'est des petites images qui étaient distribuées, c'est ce que Tardieu nous raconte. C'est des images qui étaient distribuées. Les clients allaient, il y avait 6 bordels réservés à la clientèle masculine à Paris, et c'était pour célébrer les Jeux Olympiques d'Athènes de 1896. Donc les clients des bordels homosexuels avaient le droit, à chaque fois qu'ils venaient, à leur petite image érotique, pornographique, et à la fin, ils avaient droit à j'ai gagné mes bons points et j'ai mon poster en entier. C'est une imagerie, cette imagerie qui est condamnée par Tardieu. Il y a une autre forme de photographie, alors qui est plus intime, parce que très rapidement, c'est notamment les cas qui vont avoir l'idée de rapetisser les pellicules pour avoir des appareils photo plus petits, donc il y aura un usage intime de la photographie. Et c'est notamment Hugh Ninnis, un Américain, qui vit en couple, homosexuel, et qui va tomber un jour sur une photographie, qui clairement est une photographie amoureuse, entre 2 hommes, et qui va se dire, mais je ne suis pas le premier homosexuel, il y avait déjà des homosexuels en 1850, ils ont gardé leur photographie, leur amour, et parfois celle-ci, qui est assez intéressante, la date à peu près entre 1880 et 1910, nous ne sommes pas mariés, mais nous rêvons de l'être. On parle déjà du mariage homosexuel, déjà dans ces années-là, et celle-ci, où on voit 2 hommes qui ont une posture relativement amoureuse. Alors, c'est pas très scientifique, Hugh Ninnis vous dit qu'il utilise la méthode du 50-50, c'est-à-dire que nous, on appellerait ça au pif. Il dit qu'est-ce qui fait que cette image-là n'est pas une potacherie d'étudiants de fin d'études, parce que c'est réellement une vraie image homosexuelle. Alors, lui, il va trouver certains indices, la posture, est-ce qu'il y a des sentiments amoureux qui se dégagent par le regard. Il y a des arts symboliques, dans les photographies homosexuelles de 1850 à 1950, ça c'est toute la collection de Hugh Ninnis. Il en a trouvé quasiment 2000 de ces photographies-là, qui ont été sauvées, qui sont à un usage privé. Il y a souvent des parapluies, par exemple, le parapluie pour se cacher, et qui est une symbolique pour dire nous sommes un couple homosexuel qui se cache. Je vous en montrerai quelques-unes où on voit toujours ce parapluie qui apparaît. Donc si vous êtes sur un vide-grenier, un couple qui semblerait homosexuel avec un parapluie, c'en est un. C'est un mot de code pour décrypter ça. Donc l'idée, c'est cette phrase-là de Hugh Ninnis. Si un arbre tombe dans une forêt que personne n'est là pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit? L'homosexualité a toujours existé. On a toujours fait croire qu'elle était invisible, invisibilisée, c'est des mots qui vont revenir assez fréquemment. Donc ils vont essayer de trouver une trace, d'archiver ces images queer tout au fil des siècles. Alors, l'histoire de l'homosexualité, c'est une histoire des minorités, certainement pas une histoire des marginalités. Les deux sont complètement différents. Les homosexuels sont minoritaires, les homosexuels sont dans une place de minoritaire, mais ils sont visibles, ils ont toujours été visibles. Je crois qu'on a vécu dans une société où, pendant des siècles, l'homosexualité était invisible, et puis heureusement que le 20e et surtout le 21e siècle arrive pour les rendre visibles. C'est une vue de l'esprit. Ces homosexuels ont été aujourd'hui invisibilisés, oubliés, mais ils ont toujours existé. Alors, par exemple, vous avez Brassailles qui est un des grands noms de la photographie, pas queer, mais il s'amusait notamment, on va très très vite, à photographier Paris la nuit, photographier les prostituées, photographier ces milieux un peu louches. Il est le premier aussi à photographier les graffitis sur les murs de Paris, déjà immortalisé, ça va devenir un jour de street art. Et il va immortaliser cet événement à partir de 1931, ce qu'on appelait le bal des avertis. Les avertis, c'est un des anciens noms des homosexuels, qui ont varié tout au long des siècles, on parle surtout du bal des avertis. Et on a du mal à se rappeler que c'était dans un lieu qui se trouve juste en face du pont de l'Alma. Ça s'appelait le Magic City, c'était un parc d'attractions qui a été créé à Paris en 1911, dans lequel il y avait un zoo humain, il y avait des manèges et des toboggans où les Parisiens allaient s'amuser.
Et tous les jours de carnaval, c'était le seul jour où on avait le droit de se travestir dans les rues. Donc on voit un homme déguisé se promener dans la rue librement, habillé en femme. Une femme pouvait librement, sans risquer une amende, de se promener en homme. Et donc ils allaient célébrer le carnaval au Magic City. Ça réunissait à peu près 2 à 3 000 homosexuels qui se présentaient là. Vous avez aussi des homosexuels célèbres. Vous avez Joséphine, on est là-bas, Miss Nugget. Et en toute liberté, aux yeux de tout le monde, ils vont se promener ici et déguisés avec une imagerie qui paraît extrêmement moderne, avec des hommes qui sont habillés en cuir, et puis c'est celle-ci qui est la plus célèbre, un costume pour deux, avec quelque chose qui est presque indécent. Brassailles s'est énormément intéressé à ce genre de milieu homosexuel, il les invertit. Il a également immortalisé le milieu des lesbiennes qui ont survu. Pierre Géniabouf parlait de Paris comme de Lesbos-sur-Seine. Il vient régulièrement à Paris avec sa maîtresse, puis il habite à Saint-Cloud-Ouest, parce que la législation homosexuelle était moins dure qu'en Angleterre. Et elle vous parle, je vais juste lire le titre, La grosse Claude et son ami au monocle. Le monocle, c'était le plus grand bar lesbien de Paris. Il n'y a pas d'invisibilité, hein. Je vous donne le nom, monocle, je l'adresse. Ça a été photographié, immortalisé, publié dans la presse. Simplement, voilà, c'est dans certains lieux, à certaines dates, dans certains codes. Il fallait que les fenêtres soient fermées, qu'il n'y ait pas de vue sur l'extérieur, que ceux de l'extérieur ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est tout à fait connu, on a même le nom de son propriétaire. Elle s'appelait Lulu Montparnasse. Elle était habillée en homme dans les rues. Elle avait déjà un physique de ce qu'on appellerait une butch, c'est-à-dire une femme masculine, une homosexuelle masculine. Et tout cela dans la plus grande impunité. Alors, si on faisait une lecture féministe de cette photographie-là, il y a tous les codes de la photographie homosexuelle. Alors, généralement, il y a d'abord celle qui a les cheveux soit foncés, soit ronds, et celle qui a les cheveux clairs, blonds. Vous allez voir, on retrouve une fois qu'on a compris le code, on arrive à tout interpréter ces photographies-là. Celle qui est la prédatrice, celle qui est la victime. La blonde est toujours la victime. La rousse, le diable sent le soufre, donc c'est la couleur rousse. Les cheveux noirs, le noir c'est le diable, c'est la prédatrice. Deuxième façon de le voir, vous avez la femme butch, c'est-à-dire celle qui est la plus masculine, avec celle qui est la plus féminine, l'homosexuelle femme. Vous avez une autre façon de l'interpréter, c'est-à-dire voilà, vous avez en gros une lecture hétérosexuelle de l'homosexualité. On prend tout le couple qui joue le rôle de la femme, qui est passif, qui est actif. Et vous avez cette photographie-là qui est très construite, en réalité, avec tous les préjugés de l'époque sur l'homosexualité, mais qui montre quand même qu'on est dans une époque où l'homosexualité n'est pas si invisible que ça. Alors, les Brassailles est très contestable, sont dans une lecture féministe, c'est tout à fait daté, mais il y a énormément de photographes contemporains qui se réfèrent à Brassailles comme leur maître, à tous, d'une photographie queer artistique. Alors, vous avez Tidiane, je ne vais pas tous vous les citer, mais Tidiane Magni qui avait fait cet hommage à Brassailles pour une revue de mode. Il y a eu Kate Moss pour la marque Calvin Klein, c'est un photographe de mode qui peut être homosexuel, mais qui va jouer tous les codes. Alors, une fois vous avez compris. Alors, lui, il s'amuse à les inverser. Vous avez la blonde, la noire, celle qui est masculine, celle qui est féminine, une est en robe, l'autre en pantalon. Lui qui va avoir les postures, la butch. Elle tient par les hanches comme si c'était un homme, l'autre va la prendre par le cou comme si c'était une femme, et en même temps, elle se comporte comme une femme, elle a une moustache. Voilà, il s'amuse à jouer tous ces codes-là. Et c'est une référence incontournable, de question de commencer sans parler de Brassailles. Alors, on va passer un peu plus vite sur celle-là, mais c'est de la Grèce Volcano, on le reverra un peu plus tard. Lui, c'est un artiste qui a été assigné femme à la naissance, qui ensuite s'est défini comme bisexuel, qui ensuite s'est défini comme lesbienne, et qui aujourd'hui se définit comme homme trans, qui lui aussi fait son hommage à Brassailles, et le remercie, malgré tous ces clichés qu'il a pu transporter, il le remercie d'avoir immortalisé ces femmes butch qui, déjà dans les années 30, se comportaient en homosexuels sans cacher leur orientation sexuelle. Je reparlerai de la Grèce Volcano un peu plus tard. En fait, on peut parler d'homosexualité, il y a toujours eu des homosexuels, mais avec des codes. Il faut arrêter cette idée d'invisibilité, il n'y a jamais eu d'invisibilité. On peut être homosexuel, mais dans des cadres, dans des symboliques particulières. Et pour comprendre ça, il faut comprendre, est-ce qu'on a le droit de montrer une femme nue? Non, on ne peut pas montrer une femme nue. En fait, il faut bien comprendre, il y a des tabous sur la sexualité.
qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle. On peut montrer une femme nue à une condition. Première condition, ce n'est pas une femme réelle. Donc les femmes n'ont jamais de poils, par exemple sur les tableaux, jusqu'au XXe siècle. Deuxième chose, il peut y avoir une femme nue à une condition. La nudité se justifie si on parle d'une déesse grecque. On peut compter une centaine de tableaux représentant Diane chasseresse. S'il y a une justification religieuse, Sainte Barbe, qui a été condamnée à mort, les Romains lui avaient arraché les seins. Très beau prétexte pour représenter une femme nue avant son sacrifice. Alors, à partir de là, vous avez ici par exemple une justification religieuse. Vous avez notamment le personnage de Saint Sébastien. Alors, le Pérugin n'était pas du tout homosexuel, mais par contre, voilà, il utilise un prétexte pour utiliser la sexualité. Alors, moi, je vous demanderais juste de regarder le pagne, ici. C'est Saint Sébastien, c'est un saint catholique. Et il est quand même d'un tissu extrêmement transparent. Et si vous regardez le bout du pagne, c'est très détaillé parce qu'il y a même des petites franges rouges. Et je vous rassure, c'est pas vous qui êtes obsédé, vous voyez un pénis qui est parfaitement dessiné. C'est un prétexte pour représenter le corps d'un homme nu. Michel-Ange, si on enlève ce titre de David, alors Michel-Ange était un homosexuel notoire. Selon nos critères à nous, on dirait même que c'était une vieille folle. Il a écrit des poèmes d'amour pour son amoureux. Léonard de Vinci aussi était un homosexuel. Il parle de leur homosexualité à travers les codes de l'époque. Je peux représenter le corps de mes amants, je peux représenter le corps d'un homme nu, à condition de respecter les règles absolues. Ce n'est pas un homme réel, c'est un homme mythologique. Et par ailleurs, voilà, vous avez ici l'occasion d'un David luttant contre Goliath. Vous enlevez le titre David, est-ce que vous voyez David? Quel rapport entre l'histoire de David et Goliath, qui est un petit enfant qui est avec l'histoire de Goliath? Vous avez une œuvre d'un homosexuel qui représente un corps d'homosexuel. Ça, c'est pour la sculpture. Alors, une fois que vous avez compris ce prétexte-là, eh bien, vous l'adaptez à la photographie. Alors ici, c'est un monsieur qui recommence à être redécouvert, il faut comprendre. Hein, c'est Frédéric Hollandais, c'était le plus grand photographe américain jusqu'en 1917. Celui-là, vous connaissez un petit peu la photographie, il était quasiment en concurrence avec Stiglitz, c'était le concurrent. Et lui, clairement, était homosexuel. Et il va représenter des centaines de Saint-Sébastien en photographie. Il va également s'amuser à représenter, une fois, vous pouvez tout représenter, à condition d'avoir le prétexte mythologique, le prétexte religieux. Il va représenter ici un Orphée, vous enlevez le titre, vous avez un jeune garçon nu. Il va représenter, alors il est très célèbre pour cette série-là, des séries de crucifixion, où on va utiliser le Christ, le corps du Christ, pour représenter un corps très homosexuel. Il a été critiqué pour cette œuvre-là. On va le déguiser sous forme de faune. Bon. La question, c'est pourquoi est-ce que la société de 1907 ou 1888 a toléré cette image-là? Alors, notre regard à nous, il le voit comme ça aujourd'hui. À l'époque, on ne voit pas du tout une œuvre homosexuelle. On voit une œuvre qui revendique un idéal classique. Ce n'est pas un homme nu, c'est le corps d'Orphée, avec tous les critères de la statuaire grecque, musclé, avec tel critère physique. Et donc, il va pouvoir utiliser ça. Ce qui, aujourd'hui, il recommence à être un petit peu, il a totalement été oublié, pour une raison purement anecdotique. 1917, c'est la révolution en Russie. Alors lui, il a une technique de développement de ses photographies à la platine. Le platine vient de Russie, donc il a plus sa matière première, donc ça le dégoûte totalement. Il arrête totalement la photographie en 1917. Il va tomber dans l'oubli. Et on le redécouvre aujourd'hui comme un des grands photographes, un des premiers grands photographes à avoir revendiqué une certaine esthétique homosexuelle, qu'à l'époque on interprétait comme un idéal classique de la mythologie grecque, et qu'on pouvait totalement lire sans prononcer le mot homosexuel. Finalement, la seule chose qui avait choqué, c'est qu'il avait également utilisé la figure du Christ. Frédéric Hollandais a écrit de très belles lettres d'amour qui ont été publiées à ses amants, mais il n'a jamais fait son coming out de son vivant. Il est mort sans enfant, sans être marié, et en étant gardé. L'essentiel dans cette époque-là, c'est de garder les faux semblants. C'est un Saint-Sébastien, c'est un Christ. Je ne suis pas homosexuel, je ne l'ai jamais dit. Donc, dans ce cadre-là, ils vont pouvoir développer leur marque. Il faut bien comprendre, il fallait partir de là, parce que pour arriver à aujourd'hui, il y a des codes qu'on retrouve dans la photographie gay, dans la photographie queer, notamment avec ceux qui sont aujourd'hui les plus célèbres, sont Pierre.
qui vont s'amuser à faire toute une série, alors ils en ont fait énormément, de Saint-Sébastien, qui est vraiment devenu l'icône gay par essence, qui est devenu un petit peu leur marque de fabrique. Si on regarde ici, je vois les commentaires en long et en large, mais voilà, il faut bien comprendre comment il travaille. Moi j'aime bien parce que vous mettez le texte d'Ambroise Dardieu avec cette image-là. Les homosexuels ont une passion pour les fleurs artificielles. Ce sont des photographies qui sont faites de manière très étrange. C'est-à-dire que d'abord ils font, c'est pas du Photoshop avec des assemblages, d'abord ils font une mise en scène avec des vraies fleurs dans un cadre. Le modèle va s'insérer dans un cadre et on photographie le modèle et le cadre qui a été fabriqué de la main de Pierre-Gilles. Et puis éventuellement on sature un peu la couleur en rajoutant de la peinture sur la photographie. Il y a vraiment une envie, une esthétique gay, parce qu'il y a ces guirlandes, cette prolifération de couleurs, cette couleur kitsch qu'on note déjà en 1857, qui est totalement illustrée ici. Bon. Je ne vais pas vous faire tous les Saint-Sébastien de Pierre-Gilles, on en fait énormément. Mais si on avait juste à poursuivre un peu sur ça, Pierre-Gilles explique pourquoi cette passion pour Saint-Sébastien. Alors, il explique que c'était lié à un personnage qui est aujourd'hui un peu oublié, qui est Yoko Mishima, le grand écrivain japonais, qui était totalement homosexuel. Il a écrit dans des livres, notamment dans un livre de 1949 qui s'appelle La confession d'un masque. Et c'est une autobiographie sexuelle, il raconte sa vie sexuelle. Et il avait malheureusement pour nous un petit défaut, c'est qu'il avait une idéologie pour le fascisme. Et donc il est à la fois lié à l'extrême droite et à la fois homosexuel. Donc il va avoir un culte du corps, il va faire beaucoup de culturisme. Et en 1963, il va être immortalisé en Saint-Sébastien par le plus grand photographe d'avant-garde japonais, qui est Iko Zoe. Et pourquoi l'avoir choisi lui? Dans ses mémoires, les confessions d'un masque, il dit eh bien, la première fois que j'ai eu un émoi homosexuel, c'était en voyant le Saint-Sébastien de Guido Reni, qui était un peintre du XVIIe siècle. Et il raconte sa première masturbation devant un livre d'art, en regardant l'image de Saint-Sébastien. Alors, il faut comprendre comment ça se passe. Guido Reni fait un Saint-Sébastien, qui est lu de manière érotique et homosexuelle par Mishima, qui est admiré par Pierre-Gilles, et qui vont donc faire un Saint-Sébastien moderne. Pour la petite anecdote, vous avez notamment qui est complètement oublié, vous avez un poète, on va demander par les photographies, donc je ne parlais pas de poésie, vous avez un poète anglais qui clairement homosexuel, qui a appartenu à un mouvement qui s'appelait les Uraniens, les poètes homosexuels, qui s'appelait Frédéric Rolfe, et il a écrit 2 sonnets pour c'est un poème, 2 sonnets pour une image de Guido Reni. Il dit, moi homosexuel, j'ai eu mon premier émoi érotique envers un homme en regardant ce tableau-là de Guido Reni, qui est vraiment la référence de cette photographie queer. À partir de là, vous avez toutes les icônes, il va y rajouter des choses personnelles, il va être touché par plusieurs voyages, alors les couleurs qui viennent d'Inde, parce qu'il fait des voyages en Inde. Ils vont également être touchés par une religiosité personnelle, tous les deux étaient enfants de cœur, et ils vont utiliser c'est une lecture qu'on trouve assez fréquemment, la référence mythologique, la référence religieuse, et à partir de là, on peut faire une photographie. La question est la même que pour Frédéric Rolando. Pourquoi la société actuelle, qui est finalement assez homophobe, on connaît la manif pour tous, pourquoi accepte Pierre-Gilles? Pourquoi tout le monde connaît Pierre-Gilles? Pourquoi Pierre-Gilles a été accepté? Alors en 1980, le Figaro Magazine va demander à Pierre-Gilles de faire une photographie qui s'appellera Adam et Ève. Alors j'ai fait le choix de ne pas vous la montrer, parce que le modèle aujourd'hui a porté plainte et elle veut qu'on enlève sa représentation, parce que c'est à l'époque de 13 ans, il le pose nu, devant Pierre-Gilles. C'est Eva Ionesco, la fille de Irena Ionesco, la photographie. Donc, même le Figaro Magazine va accepter cette image. Alors en fait, est-ce que finalement, c'est pas, on comprend comment ça évolue. À une époque, vous savez que Hollandais était un idéal classique, qu'aujourd'hui on réinterprète comme un homosexuel. Est-ce que finalement, Pierre et Gilles ne sont pas les homosexuels de notre époque, ceux qui sont tolérables pour notre époque? Pierre et Gilles ont commencé leur carrière en 1976. En 1978, vous avez à la télévision et au cinéma un film qui s'appelle La Cage aux folles. En 1979, vous avez mon film préféré qui est Le Père Noël est une ordure, avec Katia, l'homosexuel inquiétant et un peu folle.
Bien, vous mettez cette esthétique-là, qui est finalement très datée. Il faut juste comprendre que Pierre et Gilles sont, j'adore Pierre et Gilles, hein, c'est une critique, et Pierre et Gilles sont les homosexuels d'une époque, des années 70, jusqu'à aujourd'hui, donc ils vont tomber dans le lit, ça arrive à chaque fois, et ils sont peut-être réinterprétés, mais ils représentent une certaine image de l'homosexualité, une certaine image de la photographie, alors qui est évidente, hein, qui est très colorée, qui est très kitsch, qui est très basée sur les fleurs, qui est très basée sur les guirlandes, mais qui finalement peut être l'image homosexuelle la plus acceptable pour notre période, pour notre époque. L'homosexuel est acceptable s'il est très différent, s'il est la cage aux folles. Et finalement, c'est une opinion personnelle, est-ce que finalement vous n'êtes pas la cage aux folles en photographie? La question est, si vous avez une autre réponse, je la prends, pourquoi le Figaro Magazine recommande une image? Et il est même acceptable pour le Figaro Magazine, il n'y a rien de subversif en soi. C'est d'ailleurs ce que nous dit un petit peu Mélanie Manchot, alors c'est une photographe allemande. Attention à ce qu'on voit, attention à la façon d'interpréter les choses. Alors vous avez ce tableau-là qui est célébrissime, qui est le portrait présumé de Gabrielle Destrée, sa sœur, la duchesse de Villars. Elle est très gênante avec notre regard. Vous avez une femme qui tient le téton d'une autre femme et on a quasiment l'envie de leur donner une interprétation gay, érotique, homo-érotique. Alors, en réalité, c'est un tableau à clé. Elle tient une alliance, une bague, probablement la promesse de mariage de son prétendant. La sœur de Gabrielle Destrée, qui est la maîtresse d'Henri IV, va sûrement tomber enceinte. Donc elle lui tient le sein pour commencer à tirer le lait. Derrière, vous avez le domestique qui commence déjà à préparer les vêtements pour le nouveau-né. C'est un tableau à clé qui sûrement nous présente ça. Je dis bien sûrement parce qu'en fait on ne sait pas très bien. On suppose que c'est le portrait de la deuxième maîtresse d'Henri IV. Bon, c'est un petit détail. Et Mélanie Manchot dit, mais attention, hein, l'interprétation des images change. Ce qui à l'époque était tout à fait insignifiant. Aujourd'hui, on peut tout à fait lui donner une interprétation homosexuelle avec notre regard aujourd'hui. Ce qui était un idéal classique avec Frédéric Hollandais peut devenir aujourd'hui un idéal de classicisme homosexuel. Et donc elle va s'amuser à faire toute une série qui s'appelle la série de Fontainebleau, en référence à ce tableau-là, avec cette réforme pour étudier la photographie queer, la blonde, la noire, la butch, qui a quasiment un physique sans poitrine, qui a quasiment un physique de garçon. Celle qui a une poitrine au contraire extrêmement développée, qui montre sa féminité, et vous avez exactement une réinterprétation de cela. Alors, est-ce que finalement, c'est pas nous qui donnons des interprétations folles? On peut aller très loin, hein, pour avoir choisi Saint-Sébastien, par exemple. Alors certains sont allés très loin en disant que c'était un saint qui avait été, c'est un militaire qui s'était converti au catholicisme au IIIe siècle et il avait été condamné à être attaché à un arbre et tué par des flèches. Alors pourquoi avoir choisi ce saint-là et pas un autre? D'abord parce qu'il est entièrement nu, mais également parce que la flèche pénètre les chairs et a une forme très phallique. C'est cette interprétation-là que nous avons aujourd'hui interprétée. Il y a plusieurs façons de le voir. Hein. Giovanni Batti était très célèbre pour son surnom, il s'appelait le Sodoma. Tout le monde savait ouvertement qu'il était homosexuel, ce tableau-là est ouvertement homosexuel. Il faut toujours regarder la forme du pagne, qui est un élément érotique dans ce genre de composition. Et c'est un peu ce que nous dit Manchot à côté, attention, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Il y a une femme, il y a deux femmes, il y a une interprétation, deux interprétations. Vous avez les cheveux bruns, vous avez une femme qui est de dos avec les cheveux noirs, et l'une sur l'autre, vous avez l'impression que c'est notre image. Voilà, donc attention à ce que vous voyez, à ce que vous interprétez. La photographie artistique, alors je vous assure, hein, je ne vais pas tout faire, la photographie artistique, s'il fallait donner un nom, pour l'instant on parle de l'époque contemporaine, mais moi je la ferais naître de Willem van Glöden, c'est un Allemand. Van Glöden, c'est, alors là vous avez compris comment on interprète ce genre de photographie-là. Van Glöden, c'est un Allemand, il doit aller faire soigner sa tuberculose, donc il va aller dans l'île en Sicile, dans le petit village de Taormina, c'est un petit village de 10 000 habitants aujourd'hui, et il va s'amuser, si on peut appeler ça comme ça, à interpréter, à payer les jeunes paysans du coin, les jeunes pêcheurs du coin, pour les faire poser. Alors, déguisés en Bacchus, déguisés en satyre, Van Glöden est clairement homosexuel, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une imagerie homosexuelle, mais comment elle a été interprétée? C'est toujours ça. Comment on l'interprète à l'époque? À l'époque, on voit Glöden avant tout. Comment une époque comme le 19e siècle a pu tolérer cette image?
D'abord parce que nous, nous le voyons comme un homosexuel, pas le XIXe siècle. Eux, ils voient l'idéal classique, l'idéal grec, qui est tout à fait respectable. Van Gleden est surtout connu pour être ce qu'on appelle un plénariste. Il y a le grand débat qu'il faut peindre dans son atelier ou peindre en extérieur. On est dans la même époque que l'impressionnisme. Lui, c'est le premier à avoir pris son appareil photo, à l'avoir mis en plein air. Van Gleden est surtout vu comme celui qui a pris les premières photographies de plein air. Il sera vu également comme celui qui a défendu une certaine religiosité. Alors ici, vous avez par exemple son autoportrait en Christ. Quelque chose qui est tout à fait anodin. Alors il a laissé une trace. Vous avez toute une école de Taormina. Il y a toute une série de peintres. Alors il commence à être réinterprété. Hein, ils sont complètement tombés dans le vide. Notamment à cause des. Je vous explique pourquoi, mais notamment à cause des fascistes italiens. Son cousin, Van Cusco, s'est également installé à Taormina. Et c'est fait. Alors c'est impossible à distinguer. Hein. Moi je vais distinguer les deux. Mais par exemple, là, il va distinguer, il va peindre photographier ce genre de choses, comme le martyr chrétien. On peut même lui donner un nom. Il s'agit de Nino Cesarini, c'est lui qui a servi de modèle. Il était l'amant, le très jeune amant de Jacques Fersen, qui a créé la première revue homosexuelle française, qui s'appelle l'Académos en 1909. Et je veux une photographie de mon amant, très jeune, il n'est pas majeur, et donc tu vas l'immortaliser sous la forme d'un Christ chrétien. Kluskov va avoir un modèle, un jeune amant, Vincenzo Galli, qui va prendre sa suite et va également multiplier les photographies exactement sur le modèle. Galli n'est probablement pas homosexuel, parce qu'il a quasiment plus photographié des femmes que des hommes. Ça, c'est un petit détail à part. Bon, pour la petite histoire, Kluskov sera obligé de rentrer en Allemagne en urgence en 1910, parce qu'il sera arrêté pour détournement mineur. Glöden, lui, vivra très bien à Taormina, qui va devenir la capitale européenne de l'homosexualité au XIXe siècle, de sexualité masculine. Alors pourquoi? Parce que simplement, vers 1890, l'Italie, dans son code pénal, a autorisé, en tout cas n'a pas condamné les relations homosexuelles, estimant que ça relève davantage du péché religieux que de la société civile. Donc vous allez avoir toute une série d'artistes homosexuels qui vont venir s'installer à Taormina, et qui vont les collectionner. Alors Marcel Proust, on sait que Marcel Proust a acheté beaucoup de photographies de Van Glöden. Vous avez Morset d'Angleterre qui va acheter beaucoup de photographies de Van Glöden, sans que ça pose énormément de problèmes. Je vais très vite, parce que bon, j'ai déjà dépassé largement le temps pour cette partie. Mais il ne faut pas les rendre anecdotiques. On les a invisibilisés, ces artistes-là. C'est gênant pour nous, parce que clairement c'est de l'image pédophile. Ce sont des enfants de 10-15 ans. Mais c'est pas du tout vu comme ça. C'était vu dans une grille de lecture grecque, avec le maître, prend sous son giron un jeune enfant qui lui apprend les choses de la vie, qui en échange donne la joie à son maître. C'était tout à fait dans la société athénienne. Candra Delby va faire le pèlerinage à Taormina, il va rencontrer Van Glöden, et il va faire toute une série de photographies, quasiment 10 000 photographies, avec uniquement des jeunes garçons. Rudolf Lennart, encore un Lucien de Strongour, va aussi venir à Taormina, on ne sait pas s'il a rencontré Van Glöden. Alors lui, il va ensuite aller se balader partout en Afrique du Nord, et il va photographier des jeunes garçons arabes. Il va s'amuser à les dessiner nus, à les photographier nus, à les immortaliser nus. Donc voilà, c'est juste pour signaler cette école on s'était arrêté là pour l'instant sur cette image, cette photographie coulée. Si on fait un saut dans le temps, la première vraie photographie qui nous parle, qui n'a plus du tout ces petits relents dont je vous ai parlé, alors, ce serait avec l'artiste américain John Bidgood. Vous avez déjà tout, hein, l'Irlande, vous avez exactement les mêmes mises en scène, hein, avec des vrais décors, comme vous l'avez, c'est la deuxième grande inspiration de Pierre-Gilles, avec des couleurs extrêmement saturées, dans les années 60. Et on va juste faire un petit jeu. Vous en avez une qui est de Pierre-Gilles, et l'autre qui est de Bidgood. Alors, évidemment, il y a un piège, hein, je ne vais pas lui jeter. Bon, juste pour faire comprendre d'où vient l'inspiration de tous ces photographes que l'on voit actuellement, qui sont clairement couleurs. Impossible à distinguer. Vous allez ensuite regarder celui-là, le jeu, lequel est de Pierre-Gilles. Vous avez les mêmes codes, j'ai la mythologie, j'ai les mêmes couleurs, j'ai les mêmes mises en scène. Voilà, Bidgood, c'est vraiment le grand nom, moins connu en France que d'autres, mais c'est vraiment le grand nom, la grande référence de cette photographie-là. Mercure et Pan. J'irai un peu plus vite sur la chapelle. Là, je ne vous fais pas le petit jeu, parce qu'on n'a pas le temps. Mais je vous enlève les noms.
Vous trouvez la chapelle, vous trouvez Bigoud. Il y a la saturation des couleurs, il y a les références religieuses. Voilà, c'est vraiment le modèle absolu de tous ces personnages. Ça manque de femmes. Je me suis promis de faire moitié-moitié. Hein. Donc vraiment, on va faire l'homosexualité féminine et l'homosexualité masculine. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas le mélanger. Il y a deux mondes différents. Le monde homosexuel n'existe pas. Il y a des sous-catégories. Et dans la photographie, c'est particulièrement évident. L'imagerie homosexuelle, on va dire gay, donc masculine, est quand même assez marginale et doit se dissimuler. L'homosexualité féminine, c'est complètement différent. Il y a toujours une saturation d'images lesbiennes dans la peinture, dans l'art. Alors, pour une raison très simple, c'est que l'homosexualité féminine est totalement intégrée dans l'érotique hétérosexuelle. Alors moi, je ne regarde pas ce genre de choses, mais on m'a raconté que dans certains films pornographiques hétérosexuels, vous avez nécessairement et obligatoirement une scène lesbienne. Toujours. Vous pouvez regarder, vous avez le rayon film pornographique hétérosexuel, vous avez toujours une scène lesbienne. Vous n'avez jamais de scène d'homosexualité masculine, même pas un bisou. C'est-à-dire qu'en fait, la représentation du lesbianisme est complètement différente, ne peut être que différente, parce que justement, elle répond à un code qui est très accepté, voire même acceptable, voire même revendiqué, souhaité, parce qu'elle s'intègre parfaitement dans un fantasme masculin. Alors par exemple, ici, le tableau de Courbet. Alors, vous apprécierez déjà l'euphémisme, hein, les amis. C'est une scène de sexe, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors d'abord, elles ont abandonné leurs bijoux. Vous avez compris, la rousse, la brune. Elle vient d'abandonner sa robe, c'est une scène après l'amour. Et pour la petite histoire, ce tableau-là a été acheté en 1866 par l'ambassadeur de l'Empire ottoman à Paris, qui s'appelait Khalil Bey. Et la même année, il achètera deux tableaux à Courbet, L'origine du monde et Les deux amis. Il faut imaginer sa chambre décorée. Alors, il avait une collection de tableaux érotiques, et vous avez d'un côté L'origine du monde et de l'autre côté Les deux amis. C'était le même personnage qu'il a fait. Les deux modèles sont parfaitement identifiés. Alors, la brune, il s'agit de Constance Kenyo, qui était une danseuse d'opéra, qui était la maîtresse de Khalil Bey. Et Johanna Ifferman, c'est la rousse, elle était d'origine irlandaise. Elle a été le modèle de Courbet dans énormément de tableaux, dans La femme au perroquet. Et c'était par ailleurs la femme d'un autre peintre américain qui s'appelait Whistler, qui a demandé la séparation dès qu'il a vu ce tableau-là. Il est absolument scandaleux. Mais il y a un critère, si vous regardez bien, moi je m'arrêterai juste sur la jambe. La position de la jambe est parfaitement hallucinante. Il a un seul intérêt. Toute image sexuelle est possible si c'est une femme qui est fantasmée, une déesse, ou alors qu'on ne voit pas les poils. Elle ne peut pas être une femme humaine avec ses défauts humains. Et donc elle va avoir une jambe absolument dans une position qui est absolument tortueuse pour dissimuler les poils. Regardez juste Olympia de Édouard Manet. Posez-vous une question, pourquoi il y a un petit chat noir au pied d'Olympia? C'est pas un chat, c'est une chatte. Parce qu'il n'a pas le droit de représenter le sexe féminin. Ce sont tous des petits tableaux à clés. Il faut juste comprendre les clés de ces tableaux-là. Je peux aller très très loin dans l'imagerie lesbienne. Vous avez alors, le premier tableau représentant un baiser lesbien dans la peinture. Boilly. Il est fou, hein, il a fait ça en 1794, c'était en pleine terreur. Il a failli. Alors, l'homosexualité, alors pas l'homosexualité, le crime de sodomie a été supprimé en 1791. La sodomie n'était pas. Parfois en 1991, c'est la décriminalisation de l'homosexualité. Ce qui est faux, on décriminalise la sodomie, que ce soit dans les couples hétérosexuels, aussi bien que dans les couples homosexuels. Alors ici, vous avez un premier baiser entre deux filles. Le tableau a été jugé tellement scandaleux que Boilly a été obligé de s'excuser pour sauver sa tête. Et il s'est engagé auprès de la censure de l'époque de peindre un marin assassiné, ce qu'il fera d'ailleurs juste après. Et c'est le premier baiser lesbien de la peinture. Le plus grand peintre académique de l'époque, Lagrenet, qui est complètement oublié aujourd'hui, qui fait ce tableau qui s'appelle Les Fricatrices, et qui font, c'est une des positions du Kamasutra les plus célèbres, les plus connues des lesbiennes, c'est-à-dire les deux entrejambes croisées pour se frotter. Fricatrices, ça veut dire les frotteuses, si on traduit mot à mot. Celui-là, c'est très très bien vendu récemment, quasiment 100 000 $. Il n'a posé aucun problème à son auteur, et il a eu des propriétaires tout à fait respectables jusqu'à aujourd'hui. Je peux me faire un petit peu. En fait, il y a quand même une différence fondamentale, c'est que dans tous les premiers tableaux, ou sculptures, ou photographies, c'était
un peintre gay qui homme, masculin, qui peint une photographie des hommes. Et là, c'est un peintre homme qui peint des femmes. La grande différence, elle est là. C'est-à-dire que je vais utiliser les mots anglais, les lesbiennes rentrent totalement dans un male gaze. C'est-à-dire une culture visuelle qui est inspirée par un regard d'homme hétérosexuel, qu'on dirait aujourd'hui cisgenre. Et donc, ça rentre dans le fantasme. Voilà, ce qui n'y est pas du tout dans la photographie, dans la sculpture ou la peinture gay. Gay au sens de homme. Pour les femmes, c'est complètement différent. On a quelque chose qui rentre, qui est tout à fait acceptable par le male gaze, voire même encouragé par le male gaze. Si on prend la photographie, alors vous avez vu Brich qui est surtout connu parce qu'il s'amuse à une question existentielle dans ces années-là. On se pose la question de quand les chevaux sont au galop, est-ce qu'ils ont les 4 fers en l'air, ou est-ce qu'ils ont 2 pieds ou 1 pied, etc., etc. Donc il est surtout connu pour ça. Il a fait 11 volumes. Alors il a décomposé des femmes en train de danser, des femmes en train de monter des escaliers, des chevaux. Et puis, page 444, la première photographie d'un baiser lesbien. Là, on est totalement dans le male gaze, avec un homme hétérosexuel, Louis Bridge, qui photographie des chevaux. Et qui, à un moment donné, il a une volonté scientifique, Louis Bridge, mais qui, aussi pour des raisons commerciales, va faire cette série de photographies, une scène qui est absolument ahurissante, une femme qui marche, qui se serre la main, ensuite s'embrasse sur la bouche, qui est purement gratuit, mais qui rentre totalement dans le fantasme masculin. C'est la première photographie de 2 femmes en train de s'embrasser. Et on est en 1887. C'est pour ça qu'il faut vraiment, on ne peut pas mélanger les lesbiennes et les gays sur le domaine artistique, parce qu'on ne rentre pas du tout dans le même fantasme. Dans la deuxième photographie la plus célèbre dans ce male gaze, c'est Henri Cartier-Bresson qui va faire un voyage au Mexique en 1934. Il visite les bordels. Et en ouvrant la porte d'un bordel, il tombe sur 2 femmes en train de s'enlacer. Il a appelé ça l'araignée d'amour. Ce sont 2 femmes en train de faire l'amour. Réflexe de base de n'importe quel être humain normal, on pose l'appareil photo, on ferme la porte. Lui, il va immortaliser cette image-là et va l'offrir à Samuel. Il va immortaliser. Là, on est totalement dans le male gaze, avec 2 femmes fantasmées, etc. etc. Cette photographie-là est célébrissime. Elle va être particulièrement appréciée par les surréalistes. 1% sont le summum de l'homophobie dans les années 30. Donc la question, c'est comment va apparaître un lesbian gaze, une imagerie faite par des homosexuels avec des codes homosexuels. Alors d'abord, le plus simple, c'est peut-être d'utiliser l'euphémisme. Alors vous avez ici la bisexuelle Tamara, parce que moi je l'ai qualifiée comme ça, mais vous avez la bisexuelle Tamara Delampika, qui va utiliser le code déjà utilisé par Courbet, les 2 amis. Vous allez avoir par exemple, toujours la bisexuelle Tamara Delampika, le symbolisme, le symbolique. Alors par exemple, vous avez un coquillage, c'est très bizarre ce coquillage, moi j'adore ce coquillage. Alors, je parle souvent avec quelqu'un qui me dit, mais c'est toi qui es pervers, et la ligne blanche fauve, qui est exactement ça. Et c'est vrai que moi, les coquillages, quand je les mange, je ne les pose pas sur un drap. Rarement. Moi, j'ai jamais vu de coquillage comme ça. Alors par contre, si vous regardez le bord du coquillage, vous pouvez y voir autre chose. La personne avec qui j'en parle me dit, c'est toi qui es un gros pervers avec ton male gaze. Mais on peut aussi y voir un doigt. Un doigt qui serait posé à un endroit bien précis de quelque chose qui serait pas forcément et nécessairement et uniquement un coquillage, posé sur un drap. Ou alors, vous avez ici, c'est un portrait de Nathalie Barney, c'est une américaine qui vit à Paris. On a juste posé un cheval devant elle. Là, c'est une Amazone. Les Amazones, ces femmes qui pouvaient se passer des hommes et qui donc se faisaient amputer d'un sein pour être plus masculine. Nathalie Barney est une écrivaine qui était particulièrement célébrissime à Paris, puisqu'en 1909, toujours cette question de la visibilité, invisibilité, l'imagerie lesbienne est omniprésente. Nathalie Barney, qui était riche à millions, c'est son portrait ici, avait acheté rue Jacob à Paris, c'est un monument qui existe toujours, une ancienne loge maçonnique de l'époque de Napoléon Ier. Ça s'appelait le Temple Amitié, c'est le nom de la loge qui a été créée vers les années 1800. Elle a racheté cette loge et elle en a fait le plus grand salon lesbien de Paris. Il faut imaginer, vous avez des gens comme Colette, par exemple, qui se promènent là-bas, vous avez des gens célébrissimes, et vous aviez des femmes, c'est toujours le même code, vous avez des femmes déguisées en déesses grecques qui dansaient dans le temple de l'amitié, elles sont toutes lesbiennes. Nathalie Barney était en couple avec Renée Vivien, qui était la grande poétesse lesbienne du siècle.
Et elle vivait librement ici. Vous avez Marcel Proust qui avait assez régulièrement ce genre de cérémonie, même si c'était plutôt réservé aux femmes. Pour la petite anecdote, le bâtiment existe toujours, il est toujours rue Jacob. Il a été racheté par Michel Debray dans les années 60, donc il appartient à la famille Debray. Donc c'est fermé au public, mais ça a été classé monument historique. Techniquement, c'est le plus beau monument de l'histoire gay, de l'histoire homosexuelle de Paris. Pour l'instant, totalement impossible à voir, totalement fermé au public par volonté des propriétaires. Et voilà, c'est un point de rencontre. Tout ça pour mettre en perspective cette question de l'invisibilité. Alors le lesbian gaze, s'il fallait vraiment donner une date de naissance, je dis pour le gay gaze, moi j'aurais mis Glöden, pour le lesbianisme, moi j'aurais mis Alice Austin. Alice Austin qui a été complètement oubliée, complètement inconnue en France, complètement aussi oubliée aux États-Unis, même si elle réapparaît. Alors Alice Austin, il faut imaginer, c'est une femme qui est richissime, elle n'a jamais travaillé de sa vie, c'est une femme extrêmement fortunée. Elle a la chance, entre guillemets, d'avoir les principaux hommes de sa famille décédés. Ce qui fait qu'elle va obtenir, c'est elle le père de son père, mais du coup elle va obtenir une certaine liberté. Et elle va s'installer pas très loin de New York, dans une propriété qui s'appelle Jacob Force. Et elle va vivre avec ses tantes, elle va vivre avec des cousines, elle vivra aussi avec sa maîtresse, en toute liberté, avec l'accord familial, mais dans un cercle très fermé, une propriété fermée au port de New York. Et elle s'amuse à prendre des photographies, alors qui n'ont jamais été vraiment diffusées de son vivant. C'est des images qu'on redécouvre aujourd'hui, mais qui étaient vraiment pour un usage personnel, avec ses amis, ses amantes. Alors avec cette photo intéressante, par exemple, là aussi il faut comprendre les codes. Vous avez une famille très fortunée, mais elle se représente ici en prostituée, en chienne, si je prends la terminologie des féministes actuelles. D'abord, elles ont les jambes découvertes, les épaules découvertes. Une chose qu'une femme du 19e siècle ne ferait jamais, c'est détacher ses cheveux. Une femme respectable a toujours les cheveux attachés. Regardez un tableau du 19e siècle, vous ne voyez jamais de femme avec les cheveux détachés. Et voire même vous rajoutez un chapeau dessus. Elle est libre. Si elle se détache les cheveux, elle est libre. Sinon, elle est attachée à un homme, symboliquement. Elle se détache les cheveux. Par ailleurs, elle se dissimule avec le masque. Ici, vous avez Alice Austin. Et donc, elle va documenter la vie d'une lesbienne américaine. Alors ici, si vous avez Alice Austin, elle va publier des photographies, mais pas du tout des photographies homosexuelles. Elle va se documenter sur le sport et elle va publier énormément d'ouvrages sur le vélo. Alors ici, il y a énormément de femmes qui vont combattre pour le droit à faire du sport. Alors par exemple, dans le vélo, je vais vous expliquer pourquoi. Alors ici, par exemple, vous avez, aux anneaux, vous avez Daisy Elliott, qui a créé le premier club de gymnastique de New York pour les femmes. Juste à côté, vous avez Violet Ward, qui a créé également le premier club de tennis pour les femmes, qui a également créé un club de vélo pour les femmes à New York. Alors, je vous l'ai traduit maintenant en termes homosexuels. Daisy Elliott a été brièvement la maîtresse d'Alice Austin. Daisy Ward a été ensuite la maîtresse de Daisy Elliott. C'est en fait, vous avez une sociabilité homosexuelle qui est clairement représentée. Et Violet Ward va donc faire par exemple un livre qui s'est appelé, en 1896, Le vélo pour les dames. Alors pourquoi le vélo? Parce que les femmes, en gros défaut, c'est qu'elles portent des robes. Et le vélo va leur donner le moyen, le droit, de porter un pantalon. Parce que pour des questions d'essence, on ne peut pas pédaler avec un vélo. Et donc elles vont avoir ces pantalons que les gens de l'époque trouvaient ça absolument horrible, qu'on appelle les knickers, des pantalons un peu bouffants, qui permettaient de pédaler. Et ici, vous avez donc Daisy Elliott, dans un livre écrit par Violet Ward, photographié par Alice Austin, qui plaide pour l'émancipation des femmes, uniquement par une image d'un vélo tenu par une femme. Elle le dit de manière non militante, dissimulée. Personne ne sait que Alice Austin est homosexuelle à l'époque, elle se cache. Et ceci étant dit, voilà, vous avez ce genre d'imagerie qui apparaît. Dans son intimité, elle produit ce genre d'images qu'on ne connaît qu'aujourd'hui, celles-ci n'ont jamais été publiées. Alors les voisins qui ne sont pas dupes, on leur appelait le Darnet Club, le club des diaboliques, avec tout est dit dans cette image-là, avec des femmes qui vivent entre femmes et souvent lesbiennes. Elle va commencer à vivre avec sa maîtresse qui s'appelle Gertrude Tate. Vous avez ici parfois des femmes, elles sont toutes des femmes déguisées en hommes, elles vont se travestir dans la propriété familiale. Alors ici, vous avez compris, on va essayer de voir ce qu'on a. Des hommes, des femmes déguisées en butch, avec, voilà, ici, vous avez un parapluie. Juste entre les jambes, pas n'importe où, entre les jambes, symbole phallique.
et le symbole, le mot code de « je suis homosexuel », d'ailleurs, regarde, j'ai un parapluie à côté. Donc cette image-là, qui peut paraître comme une image de carnaval, est en fait typiquement le genre d'imagerie que Alice Austin va faire. Alors Alice Austin, je dis qu'elle ne publie pas ces images homosexuelles, elle va disparaître. Et c'est cette femme-là, Berenice Abbott, une des grandes photographes américaines de l'entre-deux-guerres. Si vous avez déjà vu Berenice Abbott, elle fait surtout des photographies d'immeubles, des trucs très architecturés. Berenice Abbott a toujours refusé qu'on la considère comme une lesbienne, ce qu'elle est totalement. Elle dit toujours « je suis une photographe, je ne veux pas être identifiée comme une lesbienne », ce qui est tout à fait son droit. Mais voilà, il y a plein d'indices qui montrent ça, son lesbianisme. D'abord, elle a quand même photographié énormément de personnages qui nous parlent dans l'histoire de l'homosexualité, Jean Cocteau et d'autres. Et puis surtout, quand la pauvre Alice Austin et sa maîtresse Gertrude Stein vont commencer à dépérir. Alors, elles sont milliardaires, elles sont millionnaires. Mais 1929, krach boursier, toute la famille perd tout. Alice Austin finit quasiment clochard à la fin, elle n'a quasiment plus rien, elle a tout perdu lors du krach en 1929, fait partie de ces familles qui ont été totalement ruinées. Les deux femmes vont vivre ensemble jusqu'en 1949, et puis après, la famille va décider de les séparer, elles sont vieilles, elles sont pauvres. Alice Austin sera envoyée dans un hospice, Gertrude Tate ailleurs. Alice Austin avait demandé à ce qu'elles soient enterrées ensemble, les familles s'y opposeront, donc elles sont toujours enterrées à quelques centaines de kilomètres de distance les unes des autres. Et c'est des femmes comme Berenice Abbott qui vont être sensibilisées à ça, qui savent cette histoire cachée du grand public, et qui va racheter Clune Comfort, la maison d'Alice Austin, qui va en faire un musée de la photographie. Si aujourd'hui vous voulez voir des photographies d'Alice Austin, il faut aller dans sa maison à New York, qui est devenue un des grands lieux du lesbianisme à New York. Et elle va faire connaître l'œuvre d'Alice Austin, même si elle ne se proclame pas lesbienne. 1976, alors, si vous avez votre dictionnaire, Dyke, c'est le pseudonyme des lesbiennes aux États-Unis. Le Dyke Quarterly, c'est un des grands magazines lesbiens des années 70, va prendre une photographie d'Alice Austin. Alice Austin devient le symbole du militantisme LGBT aux États-Unis, et elle redevient comme une image majeure grâce à Berenice Abbott et grâce à des cercles militants. Alors, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout faire. Le petit catalogue qui va vous aider. Il y en a qui sont un peu plus connus, elle aussi. Hein. C'est Claude Carin. Ça s'appelle pas du tout Claude Carin, ça s'appelle Lucie Chauve. Mais celle-ci, c'est la photographie qui est le plus célèbre. Elle est une des rares femmes des surréalistes, chez les surréalistes. Alors, généralement, quand on la présente, on dit bah oui, c'est une femme, c'était moi des femmes dans le groupe surréaliste, c'est rare. Deuxièmement, on en parle parce qu'elle travaillait énormément sur le genre, elle fait énormément de photographies sur le genre, où elle se travestit, elle apparaît en homme, elle mélange un peu tout ça, et ça paraît relativement gentil. Celle-ci que j'aime beaucoup, qui s'appelle Je m'entraîne, ne m'embrassez pas. Voilà, vous avez plus ou moins célèbre. Ce qui est assez surprenant pour Claude Carin, c'est que on va voir André Breton, qui est le chef du surréalisme, détester les homosexuels, c'est vraiment un homophobe forcené. Il a écrit en 1928 un article qui s'appelle Recherche sur la sexualité, où il est présent comme des dégénérés. C'est sûrement à cause de ça que René Cravel, le poète, et Jean Cocteau ont été exclus des surréalistes. André Breton ne supportait pas que des homosexuels soient dans le groupe des surréalistes. Claude Carin est toléré, parce que c'est une femme, même si elle est quand même marginale dans le groupe des surréalistes. Et moi, c'est un autre aspect qui m'intéresse, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les femmes qui ont fait des photographies surréalistes. C'est que généralement, quand on parle de Claude Carin, toujours Claude Carin, on oublie qu'elle vivait en couple avec une femme qui s'appelait Suzanne Malherbe, qui a pris un pseudonyme par ses mots, et qui faisait exactement la même chose. Et finalement, c'est quelque chose qui est assez surprenant dans cette photographie-là, par rapport à la photographie hétérosexuelle, c'est qu'en fait, les homosexuels sont probablement les seuls qui travaillent en groupe. Il y a des couples d'artistes hétérosexuels, mais généralement chacun a sa propre œuvre. Je suis marié, je suis une peintre, mais je suis marié avec tel autre peintre, mais mes tableaux sont à moi, j'ai fait ce tableau-là tout seul, et nous avons des carrières séparées. Les couples homosexuels existent dans l'art, comme il y a des couples hétérosexuels, mais ils ont une particularité. Vous prenez Pierre et Gilles, dites-moi ce qui est de la main de Pierre et dites-moi ce qui est de la main de Gilles. C'est impossible à discerner. En fait, on voit bien que chez les homosexuels, il y a une image homosexuelle, mais la seule chose qu'ils n'ont pas le droit de montrer, c'est se montrer tels qu'ils sont, c'est-à-dire en couple. Le droit de se tenir la main dans la rue, le droit de s'embrasser en public. Et donc, c'est la seule catégorie d'artistes, si on peut parler de catégorie d'artistes,
qui va faire un choix de renier son individualité au profit d'un couple. Alors moi, j'ai une passion pour ces deux-là, en plus je vais en parler parce que Adèle est morte le mois dernier. C'est un couple de performeurs allemands qui s'appelle Eva et Adèle. On ne sait rien d'eux. Alors il faut rentrer dans le monde des barges, hein, si vous avez des rêves. C'est un groupe de performeurs berlinois. Ils se définissent comme des hermaphrodites du futur. Ils imaginent que des extraterrestres les ont amenés à Berlin après la chute du mur. On ne sait rien d'eux, sauf que la seule chose qu'on a le droit de savoir, c'est leur poids et leur taille. Alors, par exemple, Adèle fait 1m76, ils ne veulent pas qu'on dise leur sexe. Les deux se rasent la tête. Le mari et la femme ont une robe, toujours la même robe. Ils apparaissent comme ça en public. Je les ai vus en vrai au musée d'art moderne de Paris. Vous avez eu le droit à une exposition. Ils se présentent en tant que couple, impossible à séparer. Je m'appelle Eva, je m'appelle Adèle, moi qui est Eva, qui est Adèle. Alors Adèle, c'est celui qui devrait s'appeler Yves, et Eva est celle qui devrait s'appeler elle. Voilà. Et c'est un couple à part entière. Quand ils font des performances, ils font également des photographies. Je ne peux pas dire qui a fait quoi. Et puis en peinture, on va tous les faire. Vous avez Gilbert et Georges, des peintres anglais. Dites-moi ce que Georges a peint, dites-moi ce que Gilbert a peint. C'est la seule catégorie d'artistes qui arrive à fondre totalement son identité dans un couple. On ne voit jamais dans les couples d'artistes hétérosexuels, il y a toujours le mari et la femme en concurrence. Là, c'est vraiment la particularité s'il fallait en trouver. Alors, moi, ce que j'adore encore une fois Pierre et Gilles, mais voilà, je ne voulais surtout pas qu'on finisse cette conférence en disant la photographie queer, c'est Pierre et Gilles. Pierre et Gilles, c'est une photographie qui, comme toute photographie, est datée, très kitsch, très colorée. Donc, on va se finir avec des photographies très tristes, très noires, qui sont peut-être plus réalistes, qui sont peut-être plus représentatives que Pierre et Gilles, qui finalement, pour moi, c'est mon hypothèse, est la photographie homosexuelle la plus acceptable pour une société homophobe. Alors que la vraie photographie, quand vous demandez à une photographe lesbienne, c'est quoi pour toi la grande photographe, c'est Jane Birel. Alors elle ne fait pas des belles photographies au sens esthétique. Alors elle va utiliser le noir. Hein. Je vous rappelle que dans les années 1980, les photographes n'utilisent quasiment pas la couleur. Hein. Les homosexuels utilisent la couleur esthétique. Sinon, la photographie d'art se fait toujours en noir et blanc. Elle va prendre la couleur de l'art, noir et blanc. Et elle va documenter, elle se pose une question simple, je suis lesbienne. Et c'est quoi ma référence visuelle à moi? Dans quel endroit me propose-t-on une lesbienne dans le lesbian gaze? Et donc elle va photographier des couples. Alors la photographie en tant que telle n'est pas extraordinaire. C'est un portrait que même moi j'arriverai à prendre. Peut-être pas, mais voilà, pour vous donner une idée. En fait, il faut comprendre, c'est un couple, un texte. Comment avez-vous découvert votre homosexualité? Comment la vivez-vous? De quelle manière vous montrez-vous dans l'espace public? Et l'idée, c'est de documenter le lesbianisme. Nous avons toujours existé. Elles ont un slogan, ces artistes que je vais vous montrer, c'est « Chaque baiser lesbien est une révolution ». On ne peut pas la montrer en vrai, on ne verrait jamais une femme sans embrasser une autre femme dans la rue, c'est très mal vu. Pourtant, les couples lesbiens existent, et donc elle va documenter ça, elle va documenter des femmes dans des postures masculines, des femmes butch, je ne vais pas tout vous le montrer, et elle va montrer des couples en train de s'embrasser, en train de se faire marier. Il y a tout un protocole. Hein. Elle choisit si elles sont nues, elle choisit si elles sont habillées. Elle va changer le rapport de domination. L'homosexualité, c'est aussi dominant-dominé. Elle ne parle pas de sujet. Vraiment, un photographe a un sujet. Tiens, assis-toi là, déshabille-toi, mets-toi comme si, tel éclairage. Elle demande à ses modèles, veux-tu être habillé, veux-tu être déshabillé, veux-tu choisir l'endroit où tu veux que je t'immortalise, la chambre, dehors, sur un vélo, etc., etc. Et donc elle va faire ce genre de photographie. Ici, vous avez un autoportrait de John Byron devant la ville de Drake, ça ne se mente pas. Voilà, c'est peut-être la photographie la plus célèbre de John Byron. Alors, je ne peux pas toutes les faire, mais voilà, c'est ce genre de photographie-là. Et oui, les lesbiennes peuvent avoir des enfants, parce qu'elles n'ont peut-être pas toujours été lesbiennes, et puis on peut avoir des enfants quand une femme. Alors, la photographie paraît assez anodine, et quand vous avez le texte, une marche de femmes de mères lesbiennes. C'est un livre qui a révolutionné le regard des photographes homosexuels, qui est œil pour œil, portrait de lesbienne, donner une référence positive dans le lesbian gaze à ces communautés qu'on ne peut pas voir. On peut voir des femmes nues, des femmes lesbiennes, mais avec un regard de mâle. Alors celui-là, je suis désolé, je vais vraiment la zapper très très rapidement. Il y a toute une série de photographes qui font exactement le même projet, la même idée, documenter la vie lesbienne. Alors, par exemple, vous avez celle-ci, où vous avez un couple, je suis désolé, ça paraît mal, un couple lesbien en train de dormir, vous trouvez ça extraordinaire, chaque baiser lesbien est une révolution.
elles sont en train de dormir, et elle va juste rajouter un petit panneau lesbiennes unite, et elle va les immortaliser ainsi. Elle va photographier sa maîtresse, John Byron, c'est un couple. Ils font un projet assez sympathique. Et puis, je vous propose un petit week-end à Paris, pour ça je me permets de la zapper. Il y a une exposition actuellement à Paris sur Donna Gottschalk, l'artiste que je vous présente ici. Alors, c'est dans un lieu qui s'appelle le Bal. C'est une salle d'exposition qui a été créée par Raymond Depardon, dans un lieu qui est très particulier, qui est un ancien bordel, et dans lequel vous avez cette exposition. Vous avez toutes les photographies, vous avez quelques photographies de John Byron et de Donna Gottschalk qui avait été célèbre avec cette troisième grand nom, Diana Davis, qui avait immortalisé une jeune gamine. C'est Donna Gottschalk. Je suis votre pire crainte et votre meilleur fantasme. Et elle décrit toute l'ambiguïté de cette photographie lesbienne. Alors, ce serait juste une petite conclusion. Il faut quand même être un peu inclusif. On va pas faire grand temps, il y a LGBTIA+, on ne va pas tous les faire. Mais vous avez également, on a déjà parlé de la Grèce Volcano. Alors lui, c'est assis des femmes avec une transformation masculine, ce que vous avez ici. Je vous ai mis celle-ci parce que là, on parle qu'il y a aussi une photographie transgenre, je ne sais pas comment en parler aujourd'hui. Il a fait une origine du monde transgenre. Alors vous avez l'origine du monde de Courbet, vous avez une artiste française qui s'appelle Orlan qui a photographié un pénis en gros plan, qui a appelé ça l'origine du monde. Alors lui, ou elle, a photographié, alors je ne vous montre pas parce que je fais toujours attention s'il y a des enfants. C'est des photographies en gros plan de son sexe féminin avec traitement hormonal et chirurgical, en gros plan avec un centimètre juste à côté. Et elle montre de manière très clinique la transformation de femme à homme. Et c'est une origine du monde de transgenre. Si on devait parler d'invisibilité, ici les vraies invisibles n'étaient pas les bisexuels. Essayez de photographier une bisexuelle. Alors, lesbian gaze, on a. Male gaze, on a. Gay gaze, oui, on a. Les bisexuels, c'est compliqué. Alors là, vous avez Nan Goldin, qui est sûrement la plus célèbre bisexuelle américaine actuellement. Vous photographiez Nan Goldin avec son petit ami, Brian. Alors, Brian sur son lit, ou Brian après qu'il l'ait tabassé. C'est une série de photographies, il y a presque 700 photos, elle archive, elle prend sa vie amoureuse, sentimentale, ses amis, pour le meilleur et pour le pire, c'est absolument sans complaisance, y compris quand Brian est alcoolisé, il la tabasse, elle se fait photographier juste après. Si vous prenez cette image-là, c'est-à-dire Nan Goldin qui est une bisexuelle avec son petit ami, vous avez une photo hétéro. Si vous prenez Nan Goldin avec une de ses petites amies, vous avez une photographie lesbienne. Si vous prenez une photographie avec un homme et une femme, vous avez une photographie liberty. Et visuellement, le plus difficile à montrer, c'est la bisexualité. Et je vous conseille de lire le livre de Mathilde Ramadier, qui s'appelle Vivre fluide, qui dit que justement, dans toutes ces identités, c'est la bisexualité qui est la plus difficile à saisir, à représenter, parce que c'est un état un peu compliqué. Pourtant, vous avez dans le schéma de Goldin, je vais accélérer un petit peu, excusez-moi, vous avez énormément de représentations de la bisexualité, de l'homosexualité et autres, mais c'est très difficile à faire. Deuxième grand bisexuel devant l'éternel, Robert Mapplethorpe, excusez-moi, je n'arrive pas, donc je vais appeler Robert. Je n'arrive pas à dire Mapplethorpe. Donc Robert, pour les intimes, qui est clairement homosexuel, revendiqué, bisexuel, puisque effectivement il est en couple par exemple avec Patti Smith, la chanteuse. Il est homosexuel, il a clairement des images homosexuelles, mais vous ne pouvez pas le remonter dans sa bisexualité. Alors ils vont utiliser des méthodes symboliques. Le calamini, qu'on appelle aussi en français l'arôme, il y a quand même quelque chose de particulier. Leonard de Picard a une passion pour les arômes. Mapplethorpe a une passion pour les arômes. Après, maintenant, vous prenez le temps. Il a les manchoirs retenus, c'est peut-être moi qui ai un regard pervers. Hein. Et vous avez une fleur en forme d'orifice, avec un appendice qui peut ressembler également à un phallus. Et c'est également le symbole de la bisexualité. Je peux en faire 3 heures, hein, avec la personne avec qui je discute pas sur des conférences. Alors, cette fleur. Est-ce que c'est une fleur? J'ai jamais vu l'arôme comme ça, hein, j'ai regardé, c'est fou. Mais voilà, donc vous réfléchirez à ça. Après, voilà, certains ils voient des fleurs. Pourquoi pas? Oui, voir des fleurs, hein, c'est tout à fait. Alors juste, j'ai 5 minutes. Je ne peux pas vous faire laisser croire que c'est une belle histoire que je vous raconte.
au début, il n'y avait rien. Et puis après, il y a eu le progrès des années 60, avec mai 68. Et puis aujourd'hui, heureusement, on est beaucoup plus ouvert. On est au XXIe siècle, on a un mariage pour tous et tout ça. D'abord, au XIXe siècle, ils étaient beaucoup plus libres que nous, certainement, même sur la question de l'homosexualité. Et puis, il n'y a pas eu de progrès. Et puis, on est quand même dans une mauvaise période, qui est quand même une belle histoire. Alors, je voulais finir parce que voilà, on a pensé Pierre et Gilles, c'est coloré, c'est kitsch, c'est le bonheur. Il fallait terminer avec 3 photographes qui montrent les 3 grandes plaies. Normalement, il y a 10 plaies d'Égypte, mais là, je vais en montrer 3. La première, le sida. Il n'y a pas que des photographes homosexuels heureux, notamment vous avez Hervé Guibert. Alors moi, c'est mon auteur favori, c'est essentiellement un écrivain, et il a aussi fait des œuvres photographiques qui ont été exposées en tant que telles. Hervé Guibert, c'est, si vous nous résumez en un mot son thème, c'est la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Son premier roman s'appelle La mort propagande, il ne parle que de mort. Sa photographie parle de la mort du sida, de l'apparition du sida, et il est surtout connu pour cette phrase dans son livre À l'ami qui ne m'a pas sauvé, 1990. J'ai eu le sida pendant 3 mois. C'était l'illusion qu'il pourrait en réchapper un jour, évidemment il va mourir l'année suivante. Et voilà, c'est des photographies alors, qui sont très queer, hein, il est clairement homosexuel dans ce cas-là. Et il a un autre penchant de cela. Il va notamment accompagner un homme qui joue un rôle énorme dans la question de l'homosexualité, qui est Michel Foucault, grand homosexuel, et qui va mourir du sida en 1986. Et les amis de Michel Foucault vont publier dans Libération un article disant mais nous démentons formellement que Michel Foucault soit mort du sida. Il est mort de maladie, de vieillesse, mais il n'est pas mort du sida. Parce que ça aurait été reconnaître que Michel Foucault était homosexuel. Il était plus qu'homosexuel, hein. On sait très bien qu'il était sadomasochiste, il fréquentait certains clubs échangistes, il aimait les saunas, c'était un sadomaso, en plus d'être homosexuel. Il fallait cacher cet aspect-là. Et il se trouve qu'un des meilleurs amis de Michel Foucault sera Hervé Guibert, qui est beaucoup plus jeune que lui. Et il va faire ce devoir-là de montrer qu'il est mort du sida, comme moi, je l'ai découvert 2 ans plus tard du sida. Et il va documenter ça. Ce qui est assez touchant ou effrayant. En 1986, Michel Foucault va mourir. Vous avez un autoportrait de Hervé Guibert qui prépare déjà sa prochaine mort en tant qu'homosexuel touché par cette vague-là. Première plaie d'Égypte, les années sida. Deuxième plaie, si j'adore trop Hervé Guibert, je ne peux pas l'enlever. N'en faites pas comme l'auteur queer, hein. Il a fait aussi des très très beaux photographies beaucoup plus classiques, il était notamment très ami avec Isabelle Adjani. Et il a fait quelques-uns des plus beaux portraits de nus féminins également. Mon héroïne, Marie Daucher. Alors Marie Daucher, elle aussi, vous allez comprendre une fois qu'on a fait une explication, qu'on va très bien. Alors elle a fait en 2023, c'était pendant le confinement, elle a une commande de l'État. C'était une grande commande publique pour photographier la France. C'est une façon d'aider financièrement également les photographes. Elle a publié un livre qui s'appelle Et l'amour aussi. Et elle s'est donnée comme mission photographier la vie lesbienne. Alors, ça, c'est la deuxième plaie d'Égypte. La deuxième plaie, ce sera 2012, la manif pour tous. Marie Daucher se promène dans les rues de Paris, elle vit en couple avec un enfant. Sa compagne et son enfant, et elle voit les insultes de la vie. Elle ne s'est jamais revendiquée homosexuelle, elle n'a jamais eu besoin de s'identifier, d'une identité, et elle veut commencer à utiliser le mot lesbienne. Elle raconte dans plusieurs de ses ouvrages, alors je vous ai donné certains de ses ouvrages, on peut les regarder sur le côté. Et elle va dire, ben voilà, elle se met à insulter les manifestants de la Manif pour tous, et 10 ans plus tard, ça devient quoi d'un point de vue photographique? Eh bien, elle va aller voir des couples de lesbiennes, quasi 80, dans toute la France. Et elle va leur demander, et 10 ans plus tard, comment ça va pour vous? Comment êtes-vous devenue lesbienne? Qu'avez-vous fait? Comment avez-vous accueilli la manif pour tous? Etc. etc. C'est totalement John Byron, mais version française. La photographie en soi est assez anecdotique, hein, c'est un couple normal. S'il était une photographie hétéro, il n'y aurait aucun problème. Mais c'est ce slogan de chaque baiser lesbien est une révolution. Et puis, une petite mention, je vais regarder juste une ou deux, mais par exemple, celui-ci où elle va chercher des homosexuels en milieu rural. On va se dire, mais nous, de toute façon, c'est parti du principe que nous sommes dans un monde hétéro, donc quand nous sommes à la campagne. Voilà, ça c'est le projet de Marie Daucher. Deuxième plaie, ce sera donc des années Manif pour tous. Troisième plaie, alors lui je le connais là, c'est comme les fruits et légumes, hein, toujours je fais la ferme locale quand on fait la photographie. Alors ça c'est un artiste que je connais personnellement. Il est de Romorantin, dans une vie antérieure, j'étais prof à Romorantin, quel malheur.
Et je trouve que j'avais une de mes élèves, que je détestais en plus, qui me présente un garçon qui n'était pas un de mes élèves, qui s'appelle Jordan Roger, qui était au lycée Claude de France. Et il me dit, bah écoute, il va rentrer à l'école des Beaux-Arts à l'ENSA de Bourges, aujourd'hui il est diplômé. Et bon, ok, mais il aimerait bien exposer des trucs, parce que Christophe, tu aimes bien l'art, t'as pas un piston, il a 18 ans, il a jamais rien fait de sa vie. Alors il se trouve que j'avais mon ex-femme, paix à son âme, qui s'occupait d'une bibliothèque, et donc je lui avais dit, bah écoute, viens, tu fais ta petite exposition complètement lunaire, à 18 ans, il vient avec ses photos, il n'a pas de cadre, il croit que ça va se faire comme ça, on lui fournit les cadres, complètement lunaire, il a 18 ans, il n'a rien, il est avec son petit copain, c'était très bien, il avait au moins un titre très joli. Je lui ai acheté une photo, il ne m'a toujours pas donné d'ailleurs. Mais pour une raison très terrible, 18 ans, sa mère, qui est témoin de Jéhovah, lui dit, si tu deviens gay, on te jette dehors. Alors là, vous avez son projet de fin d'année, de fin d'études à Bourges, 3e plaie d'Égypte, mais dans les années Bolloré, c'est mal acquis encore d'être homosexuel. Alors Jordan Roger, lui, va être, il est diplômé, ça se passe bien pour lui maintenant, heureusement. Alors, je vous présente juste son portrait, je reviens sur la photographie. Là, c'est au moment de sa soutenance. Alors il y a cette photographie-là, que je vais vous décrire. Et puis, il avait fait un rainbow cake. Le rainbow cake, évidemment, le symbole de l'homosexualité, avec des bouchées. 18 ans, allez hop dehors, tu es homosexuel. Et il va faire cette photographie qui, alors il faut la raconter, c'est absolument énorme. Il a volé la robe de mari de sa mère. Oui, que c'est pire, hein, ça c'est que le début. Il va aller devant l'église de sa mère, la salle des témoins, la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Et alors si on avait le droit d'un point de vue esthétique, il dit mais le paradis que tu me promets est tellement beau et ta maison de Dieu sur terre est tellement laide. Et donc il va se mettre à genoux devant cette église. Il faut imaginer, on est dimanche, jour de messe, sa maman va sortir. Ce sont ses copines, notamment celle que je déteste, qui m'a présenté Jordan, qui prend le cliché. Il va faire ceci. Et le jour de sa présentation, c'est une performance, il ne fait que ça. Donc il prend un texte et il dit, quand je suis témoin de Jéhovah, j'ai été envoyé par ma famille pour l'homosexualité, il dit, je suis l'archétype du PD en école d'art qui se maquille et qui a un jour pensé être le seul au monde à avoir posé des questions sur le genre, la sexualité et le blasphème, tout en utilisant le kitsch comme moyen d'expression. Il montre son gâteau d'anniversaire, la photographie d'exclusion de sa maman, et il lit comme ce texte lui raconte la petite histoire. Elle est à Paris. 3 de ses œuvres ont été achetées par le McVal, le grand musée. Et actuellement, il y a une exposition collective, il y a 3 de ces installations qui sont exposées aujourd'hui. Donc, vous pouvez, ça vous fait un super week-end, vous allez au bal, vous allez au McVal, vous avez tous ces genres d'artistes. Alors, Jordan, ça ne t'empêchera pas de me donner un jour ta photographie. Pour la petite histoire, il a changé de nom, j'ai relié la famille, il a rajouté une barre. Alors, je il s'appelle Jordan Roger Barré. Il se fait souvent d'exemple vieille folle, bah oui, je m'appelle Jordan Roger, mais je suis pas barré de ma famille, donc il s'appelle Jordan Roger Barré si vous le cherchez. Alors, il habite en banlieue parisienne, mais si vous cherchez qu'il soit trop sur le côté, ce qui est quand même réussi à vendre une photographie à moi et 3 au McVal. Conclusion, 30 secondes. Et si finalement, bon, là on est à la 3e plaie d'Égypte, hein, donc il ne faut pas rêver, il y en aura une 4e, une 5e, et dans la ville il y a 10 plaies d'Égypte, on n'est qu'à la 3e. Peut-être qu'après la 10e, on aura un moment de paix. Alors moi, je vais choisir un photographe de gloire que je connais personnellement, qui s'appelle Michael Morand, qui a obtenu le prix Jeune Talent du Loir-et-Cher. Pour ceux qui visitent ma salle de classe, il y a cette photographie-là dans ma classe. J'achète plein de trucs, donc évidemment ça. Alors Michael Morand, qui prend son nom d'artiste et qui dit Bulle, il fait une imagerie qui. Alors, Michael Morand, je le connais personnellement, hein, c'est le parrain de ma fille. Mais ceci étant dit, voilà, il est en couple avec un grand barbu de 1,80 m. Il n'y a aucun doute sur le fait que lui, il est très masculin, Michael Morand beaucoup moins. Il ne se cache pas de son homosexualité, mais il ne la proclame pas dans ses œuvres d'art. Alors, pour avoir discuté avec lui, il me dit que non, je ne m'inspire pas du tout de tableaux. Je veux bien le croire. Moi, je pense plus que c'est vrai. Mais vous voyez, il arrive à faire entrer des clichés homo sans que le revendiquer, sans dire, ouais, voilà, c'est comme ça. Oui, j'ai une culture visuelle qui est sûrement hétéro, mais je ne m'en rends même pas compte. C'est sûrement vrai, il n'est pas diplômé d'école des Beaux-Arts. Il a un CAP de photographie et il a le petit magasin de photos qui est juste à côté de l'espace culturel Leclerc. Donc voilà, il est tout à fait homosexuel, il ne le cache pas, mais il ne le proclame pas non plus. Donc il paraît que c'est pas inspiré.
Je l'ai acheté aussi dans ma salle de classe. C'est un vrai SDF qui était dans les rues de Blois. Il lui a donné un sandwich en échange, il a accepté de poser pour lui avec une affiche. Recherche Suzanne, alors c'est un fan absolu, comme tous les gays de Madonna. Donc recherche Suzanne désespérément. Alors, il me jure que c'est pas inspiré de ça. Suzanne et les vieillards, l'histoire de vieillards qui menacent Suzanne de viol si par malheur elle allait dire à son mari qu'elle avait été touchée. Voilà. Et si finalement ce n'était pas ça le bonheur, avoir une photographie qui est clairement homosexuelle, inspirée de codes homosexuels, mais qui ne serait pas du tout revendiquée, où on n'aurait plus besoin de faire une conférence sur le queer. Optimistique, tout un panthéon gay. Alors pour Pierre et Gilles, c'est Sylvie Vartan, comme un garçon, etc. Lui, ce sera plutôt Mylène Farmer. J'adore la fille qui pose. Il y a une histoire, cette photographie-là. Il est très casse-pied, amicalement. Il adore les petits détails. Alors, il m'a demandé est-ce que tu connais très fort dans ton entourage de prof une école où il y a encore un tableau à craie. Ça n'existe plus, le tableau dans la salle de classe. On a mis 3 mois à trouver une école qui utilise encore la craie, un institut qui utilise encore la craie. Donc, ça, c'est l'école primaire de Béretz. Donc, on a négocié pour avoir accès à l'école de Béretz. Il a passé 1 heure à écrire optimistique, tu es optimistique, je suis optimistique. Donc, c'est vraiment Mylène Farmer. Il avait besoin d'un modèle, enfin, le roux, c'est la couleur, le roux, le diable. La jeune fille, je vois présent, ça s'appelle Énole de Roux, c'est ma fille. J'ai la photo aussi chez moi. Et voilà, il présente une version apaisée de l'homosexualité, parce que clairement, c'est dans les codes homosexuels. Je remercie Kevin de m'avoir invité. J'adore les dédicaces, c'est l'art de la perfidie, les dédicaces. Les dédicaces les plus perfidie, j'ai trouvé Hervé qui dit mes parents dit à personne. Valérie Solanas, qui a écrit Skull, qui est un livre pour l'extermination libre, qui est surtout connu parce qu'elle essaie d'assassiner Andy Warhol et qui a écrit à moi. Je suis en train, là, entre 2 cours, j'essaie d'écrire un livre, donc je ferme ma porte, mes collègues de maths, comme d'habitude, je mets de la musique à fond et je m'enferme. J'ai commencé à faire ma dédicace, toujours par remercier mon directeur de thèse qui n'a rien fait pour moi, etc. Et donc j'ai marqué à personne, à moi et puis quoi encore. Je vous remercie.